Le bégaiement, c'est le sujet qui nous intéresse et comme vous le savez, pour des médecins, le bégaiement, c'est le trouble de parole. C'est comme ça qu'on qualifie ce phénomène-là. Il y a aujourd'hui des enfants, des adolescents et même des adultes qui souffrent du bégaiement. Nous recevons M. Jacob So, qui est d'ailleurs rééducateur de langage. Merci de répondre à nos questions. Je vous remercie très sincèrement à vos chers téléspectateurs. Alors, lorsqu'on parle du bégaiement, est-ce qu'on, tout de suite là, on peut savoir que telle personne est bègue sans lui avoir donné la parole? Non, en ce qui concerne beaucoup plus le bégaiement, étant seul, on ne bégaye pas. C'est quand on est en situation communicationnelle. C'est quand on est devant parfois un auditoire. Quand on te pose une question, quand il faut répondre, c'est en ce moment que tu peux parfois avoir des blocages, parfois des interruptions. C'est en ce moment qu'on peut ressentir que cette personne a parfois des difficultés à se situer sur sa pensée, sur sa parole dont il veut parler. Donc le bégaiement, en ce moment, peut se définir comme une incapacité des organes de la parole d'accomplir leur fonction normalement pendant l'acte verbal. Donc c'est une fonction qui se situe sur le plan psychologique. Donc quelqu'un qui autour de lui vit avec ses frères, deux fois parfois à la maison, la communication peut être parfois verbale. Il peut être en situation avec d'autres amis ou bien au milieu scolaire avec ses camarades. En ce moment, parfois, c'est la maîtresse parfois qui peut se plaindre que non, ici à l'étable, ici dans ma classe, il n'arrive pas à parler, il bégaye. Deux fois à la maison, la maman peut plutôt dire le contraire qu'il ne bégaye pas. Donc le bégaiement se situe selon l'environnement. Alors vous êtes rééducateur de langage. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous parlez, vous amenez des gens qui n'arrivent pas à prononcer ou tout au moins à prononcer des paroles, à le faire de manière courante, de manière rapide et limpide. Non, en ce qui concerne beaucoup plus la thérapie, mais enfin même la science qui s'occupe de ces différentes pathologies s'appelle l'orthophonie. L'orthophonie est un spécialiste qui s'occupe des troubles de la voix, parole et langage, tels que le bégaiement, dont on en a déjà on en a déjà un peu abordé. On peut avoir aussi des gens qui ont des troubles d'articulation des sons, quelqu'un qui a des problèmes de forme, de construction des phrases, quelqu'un qui a aussi après la perte d'un AVC, à la suite d'un AVC, perd la parole. En ce moment, on peut parler d'aphasie. Donc, l'orthophonie est obligée de reproduire, de remonter, de faire une démutisation pour pouvoir redonner la parole à cette personne. Aussi, parfois, des gens qui ont des problèmes de voix, beaucoup plus fréquemment chez des chanteurs, chez des enseignants, pourquoi pas aussi chez des journalistes. Donc, au quotidien, vous utilisez la voix, on peut parfois avoir une voix rauque, une voix enrouée, une voix forcée. Maintenant, on peut aussi avoir quelques troubles parfois associés. D'extrêmes personnes qui ont des retards psychomoteurs, des troubles de déglutition. Parfois, on peut même aller parfois jusqu'à une surdité, une audimutité. En ce moment, l'orthophonie est obligée de les remonter, de les donner, d'essayer un peu de travailler tous les circuits périphériques de la parole afin de lui donner une parole vraiment fluide. Et c'est ça votre rôle? Ah oui, donc je suis obligé d'être en partenariat presque avec tout le monde, tous les médecins, tous les enseignants. Il faut travailler beaucoup plus couramment, directement avec des médecins ORL, sont eux qui vont mieux explorer le fond de la laryngée pour nous situer. Le pédiatre aussi là, à son niveau, quand un enfant est autour d'un an, 2 ans et demi, quand il a des difficultés, il n'arrive pas parfois à prononcer des mots, avec un déficit de production des mots. Je crois que les parents se trouvent parfois fréquemment démunis, avec des inquiétudes. Donc c'est en ce moment-là, peut-être avec une guidance parentale, par une prévention, on est obligé de les recommander voir l'orthophoniste. On a aussi parfois des neurologues, comme je venais de dire tout à l'heure, soit quelqu'un qui a perdu la parole suite d'un AVC, c'est le neurologue qui va essayer de les reconduire, d'aller voir l'orthophoniste pour pouvoir essayer de faire une rééducation de la parole. Chez des enseignants aussi, pour parfois des enfants qui ont des difficultés au niveau de la lecture. Généralement, parfois, qu'on peut parfois appeler les enfants dyslexiques, qui n'arrivent pas bien à articuler des sons, qui font parfois des assimilations, des substitutions, ou bien des inversions sur des mots. Ça peut être sur le plan oral comme sur le plan écrit. Quoique l'enseignant, même en ce moment, aussi est obligé de leur recommander d'aller voir l'orthophoniste qui doit normalement dresser, après étude, après une évaluation, faire un bilan orthophonique. Alors, pour ce jour, en tout cas, nous parlons du bégaiement, qui est un autre phénomène. Mais est-ce qu'on est bègue ou alors on devient bègue? Selon les dernières études, tout récemment, les dernières études, on ne naît pas bègue, on le devient seulement. Puisqu'après une naissance, en fait, même quand tu nais, tu as tous les circuits périphériques qui doivent te permettre normalement de grandir, de réfléchir comme toute personne.
Mais en ce moment, il arrive à un moment qu'à partir de l'installation du langage dès 2 ans et demi, ou bien de l'acquisition de la parole, on peut avoir parfois des incoordinations. Ce qui va te permettre de ne pas mieux articuler des sons comme il se doit. Donc c'est pour ça qu'on dit parfois qu'on ne naît pas bec, on le devient seulement. Donc ça peut être à la suite de plusieurs causes. Alors, et justement, on va parler des causes. C'est quoi, qu'est-ce qui fait problème en ce moment-là? Est-ce que c'est parce que l'environnement dans lequel l'enfant vit lui permet soit d'imiter les autres, soit que tout de go là, il commence à bégayer? Non, là on est dans une situation qu'on peut parfois avoir 2 aspects sur le bégaiement. On peut avoir un bégaiement acquis. Soit peut-être que c'est à la suite d'un choc émotionnel, ou bien peut-être un peu physiologique, ou bien à la sortie d'un coma, parfois on commence parfois à buter sur des mots. Ça c'est un bégaiement acquis. On peut avoir parfois des bégaiements intentionnels. Donc ce qui fait que beaucoup plus la personne est en train de pouvoir converser. Brusquement là, il ouvre la bouche, parfois il commence parfois à faire des hésitations. En ce moment, on peut parler beaucoup plus en ce moment d'un bégaiement intentionnel. Mais maintenant, on peut entrer beaucoup plus du bégaiement qui peut être beaucoup plus organique. En ce moment, on a des causes qui peuvent parfois être favorisantes ou bien des causes qui peuvent être parfois être déclenchantes. Je peux juste parler tout simplement jusqu'à vous dire que même parfois le retard de parole peut parfois être l'une des causes. Le changement de nourrice, la mise à l'école d'un enfant peut parfois provoquer même le bégaiement. On peut parfois avoir des troubles déclenchants. Le changement, on peut parfois tout trouble, tout conflit parentaux. Dès qu'à la maison, il peut y avoir des disputes entre les parents. Parfois, directement avec un choc, l'enfant le lendemain peut parfois commencer à buter sur des mots. Même l'enfant est en train de visionner, il voit un choc émotionnel, un choc à la télévision. À partir de là, il a une frayeur, commence à avoir une peur. Et le lendemain, parfois, il peut parfois commencer à buter parfois sur des mots. Donc c'est un peu peut-être comme ça. Il y a d'autres traits qui peuvent être d'ordre volontarisme, qui peut un peu jouer sur le système nerveux. En ce moment, le bégaiement peut beaucoup plus... Là, en ce moment, on est obligé d'intervenir avec un neurologue pour voir si comment son bégaiement se situe au niveau des nerfs. Et à partir de là, maintenant, on est obligé maintenant de combattre beaucoup plus par une thérapie, après une évaluation. Donc, ce qui fait que le bégaiement affecte beaucoup plus les enfants, comme ça affecte aussi les adolescents et des personnes adultes. Donc, c'est celui qui vit au quotidien avec son trouble qui sait de quoi il est question. Puisqu'étant seul, il ne bégaye pas. Même quand il chante, il ne bégaye pas. Mais c'est quand la situation communicationnelle que là, maintenant, son trouble a plus de difficultés. Même quand il est au téléphone, vous allez constater que le bègue a plus de problèmes parfois au téléphone pour pouvoir communiquer. Donc, vous voyez que là, ça constitue beaucoup plus chez lui comme un tabou, comme une affection personnelle. Très bien. Alors, nous allons revenir sur le cas des enfants tout à l'heure parce qu'on va aller étape par étape, c'est-à-dire on va commencer par les tout petits, les adolescents et même les adultes pour comprendre un peu comment chaque étape ou à chaque étape la situation peut dégénérer. Mais je vous invite à suivre un patient, quelqu'un qui est devenu bègue par la force des choses. Il a grandi, il est adulte aujourd'hui. Il a accepté de nous dire comment est-ce qu'il est devenu bègue, mais avec le temps également, il a réussi à rencontrer un rééducateur du langage qui l'a formé et le bégaiement a presque disparu. Ça ne se ressent pas trop dans sa façon de faire. Donc, il nous dit comment est-ce qu'il est devenu bègue et comment est-ce qu'il vit ou il a vécu avec cette forme de pathologie. Juste après, nous allons vous donner la parole. À l'école primaire, cours préparatoire élémentaire 1, je bégayais déjà. C'était un peu difficile à l'école parce que les enfants, ils ont envie de jouer. Pour jouer, parfois, il faut dominer par les paroles, il faut parler plus vite que l'autre, il faut qu'on vous écoute, il faut s'imposer par les paroles. Or, déjà, pendant que vous bégayez, le moment de prononcer un mot, le camarade en a prononcé 10. Du coup, ça frustrait et par moments, on essayait de se retirer des autres. Et surtout, pour que ça passe, il fallait que celui avec qui j'ai en face de moi, qui sache déjà que je bègue, qui prenne du temps, le temps que cela va mettre. Parfois, il fallait mettre plusieurs secondes pour prononcer un mot. Mais du coup, ce n'était pas facile. La seule réaction qu'il y avait, c'était de fuir. Et à un moment donné, il fallait être violent. Il fallait taper sur les gens parce qu'on se moque de vous. Sinon, vous ne devez pas être au milieu d'eux. Il fallait parfois les violenter pour qu'on vous respecte et puis qu'on vous accepte tel que vous êtes. Ce sont mes parents qui m'ont conduit chez le médecin. Je suis allé là-bas plusieurs fois. Il organisait des séances de travail avec moi 2 à 3 fois par semaine pendant le temps que ça a pris.
Et pour le moment, vous le constatez par vous-même, je bégayais. Parfois, il y avait des textes qui me remettaient, il fallait lire posément. Il y avait la façon de prononcer les lettres qui m'apprenaient. Il y avait la façon de respirer, il fallait aspirer de l'air pendant longtemps, retenir son souffle avant de, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y avait certains petits trucs là. C'est vrai, je ne me rappelle pas trop parce que ça a déjà duré. Mais disons qu'à l'âge adulte, je n'ai plus de problème. Puisque, bon, ceux qui sont bègues aujourd'hui, généralement les gens trouvent ça comme un grave problème. Et tel a été mon cas. Mais ce que je vais leur dire, c'est que aujourd'hui, ce n'est plus un problème. Le bégaiement, ça se soigne. Ils n'ont qu'à trouver un orthophoniste auprès d'eux. Et avec les séances de rééducation, ça va partir, ça va partir. Mais surtout, il faut oublier ce qu'on nous demandait de faire au village. Boire de l'eau dans les coquilles d'escargot, aller dans une chute, entrer au fin fond de la chute, je ne sais pas ce qu'il y avait là-bas, puiser de l'eau là où il y avait les chutes sur des pierres, ainsi de suite. Non, moi je pense que ça ne marche pas, parce qu'on en avait essayé. Très bien, vous avez écouté ce monsieur qui aujourd'hui a retrouvé l'usage de sa langue, l'usage de la parole aussi normal. Qu'est-ce que vous pensez de lui finalement? Je pense beaucoup plus que c'est quelqu'un qui a été courageux, puisque au début chez lui ce n'était pas du tout facile, parce que pour parler d'une thérapie, parce que généralement quand nous parlons de traitement, on croit peut-être qu'il faut prescrire des médicaments. Quand il était arrivé à son niveau, même avec ses parents, ce n'était pas du tout facile. Après avoir fait une évaluation, on a dit qu'il devait suivre une trentaine de séances d'éducation au bout de 6 mois, mais ses parents étaient tellement inquiets. Mais c'est pour ça qu'au fur et à mesure, le gars était vraiment déterminé à pouvoir vaincre son handicap. C'est comme ça qu'on petit à petit, on a quand même essayé de l'aider. Donc beaucoup plus pour dire que quoi, il faudrait beaucoup plus avoir une détermination. On a utilisé plusieurs méthodes de lecture altérées, de telle manière qu'aujourd'hui je suis quand même fier de lui. De telle manière qu'il occupe quand même un poste très important aujourd'hui dans sa vie quotidienne. Alors il a dit les tensions qu'il a subies pendant qu'il était bègue, il n'arrivait pas à sortir la parole, c'était plutôt la violence qui était prête à être manifestée. Oui, puisque là ils ont quand même fait plusieurs tentatives de thérapie, même dites traditionnelles. Parce que là tout à l'heure, ils disaient même qu'à l'époque on les a amenés, même ils buvaient un peu l'eau dans la coquille de l'escargot. Mais c'est juste pas là pour vous dire que c'est psychologique, ça pouvait passer comme ça ne pouvait pas passer. Mais aujourd'hui, avec l'évolution de la science, quand ils nous a rencontrés, on était obligé de mieux expliquer, parce que l'essentiel c'est de mieux expliquer aux parents, que le parent y croit. Qu'on peut beaucoup plus, par une méthode révolutionnaire, amener cette personne à pouvoir mieux communiquer qu'avant. Là, ça prend plusieurs étapes. Par une décontraction, il faut mieux décontracter les muscles sur la laryngée, sur glottique, travailler au niveau des praxis. Maintenant, on vient la fin, mais parce qu'au fur et à mesure, maintenant, passer par une évaluation au fur et à mesure, l'évaluation qui doit être personnelle. Si l'évaluation, j'en crois aussi beaucoup plus parfois sa maman. Puisqu'à tout moment, sa maman m'appelait. Je me rappelle quand elle voulait passer un test. Ce n'était pas du tout facile. Sa maman m'a appelé à la veille, comme mon fils va passer un test d'emploi demain, qu'est-ce qu'il doit faire? Elle dit, j'ai juste donné des conseils judiciaires à la maman. Et 2 jours après, la maman m'a appelé pour me féliciter. Alors, donc, revenons sur le cas des enfants, beaucoup plus, parce qu'aujourd'hui, on constate que ça part du bas âge. Les enfants qui naissent, à quel moment on peut déjà savoir cet enfant a perdu ou a des troubles de langage, finalement? Le langage peut parfois se situer dès 2 ans, ou bien 2 ans et demi, à l'âge de l'acquisition de la parole. Donc, ce qui fait que parfois, en ce moment, il faudrait peut-être essayer de faire une équivalence. Que l'enfant de 2 ans et demi peut avoir combien de mots. Puisqu'à 2 ans et demi, on peut commencer à construire des phrases. Vous allez voir parfois des enfants qui ont une répétition à plus de 3, 4 ou 5 syllabes. Je veux manger. En ce moment, pour pouvoir attaquer le premier phonème, la première lettre bloquant, ici, le diaphragme se bloque. Ce qui fait qu'au niveau du diaphragme, ça ne s'ouvre pas et l'air ne remonte plus. Parce qu'en fait, même la parole, comme vous voyez, le muscle de la sangle abdominale se situe à ce niveau. Donc la parole est beaucoup plus physiologique. Donc ce n'est pas au niveau de la cavité buccale. Donc c'est à partir de là que le souffle doit s'ouvrir, le diaphragme doit s'ouvrir, l'air doit remonter. Quand l'air remonte, maintenant le diaphragme s'ouvre. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'il faudrait beaucoup plus parfois être inquiet. On peut même aller parfois jusqu'à 3 ans.
Ça peut même parfois être associé à des troubles d'articulation. L'enfant peut ne pas bien articuler parfois des sons. Il peut parfois le dire papa, il dit tata, bébé dort, il dit tété dort. Vous voyez qu'en ce moment, il faudra essayer d'analyser même aussi beaucoup plus au niveau de la cavité buccale. Pour voir au niveau des praxis de la langue, il faudrait beaucoup plus étudier afin de pouvoir poser un diagnostic. C'est à partir de ce diagnostic-là qu'il faudrait beaucoup plus voir comment intervenir. Je dois intervenir seul. Quel médecin je dois recommander? Donc c'est un peu à partir de là. Donc je ne travaille pas seul. C'est une chaîne. Nous sommes obligés de travailler tout en équipe. Donc beaucoup plus les parents vont être plus inquiets dès 2 ans ou 2 ans et demi si autour d'eux ont un enfant qui n'arrive pas à produire des mots. Parce qu'on peut avoir parfois un déficit en production des mots, qu'on peut avoir aussi parfois un déficit en troubles phonologiques. Donc il faut d'abord beaucoup plus commencer par des troubles, par des troubles de production des mots afin de voir si l'enfant doit bien articuler ou pas, ou bien s'il doit bégayer ou pas. Alors tout cela part donc d'un état d'esprit des parents. Les parents doivent être vigilants à ce niveau-là. Lorsque l'enfant a déjà 2 ans et qu'il n'arrive pas à prononcer une phrase aussi normalement, on peut déjà observer qu'il peut être bègue par la suite. Oui, qu'il peut être bègue, pas seulement bègue, il peut aussi avoir quelques troubles associés. Mais de plus en plus maintenant, on rencontre peut-être plus d'enfants parfois qui ont des difficultés, ou bien qui bégayent. Les parents se posent la question si c'est tout nouveau. Il dit que non, ça n'est pas quand même du tout nouveau. Donc ce qui fait que l'orthophonie, c'est quand même une science qui existe depuis des siècles. Donc pour un enfant qui commence parfois à buter sur des mots, il faudrait beaucoup plus, nous mettons beaucoup plus l'accent sur la prévention. Parce qu'avec les dernières études, sur une proportion de 4 ou 5 enfants, en grandissant, 3 cas peuvent disparaître. On ne sait lequel cas. Donc chaque parent est obligé, s'il est autour de lui un enfant qui commence parfois à buter sur des mots, chaque parent est obligé d'aller vers le spécialiste ou bien d'aller vers le médecin de prévalence quand même lié pour poser des questions, pour s'inquiéter. À partir de là, si l'orthophonie doit être nécessaire, je crois que le médecin ne tardera pas de recommander l'enfant d'aller voir le spécialiste. Alors pour les adultes, on apprend que chez les adultes, un adulte bègue, la seule chose que l'adulte bègue peut faire, c'est la violence, c'est donner un coup de poing. Il n'arrive pas à résister lorsqu'il y a une dispute entre 2 personnes. Non, généralement plutôt chez les bègues. C'est seulement la question qu'on se pose. Quand un bègue est devant nous, soit un adulte, c'est pour que le bègue est agresseur ou il est agressé. Je crois qu'à partir de là, quand le bègue lui-même répond, je crois qu'à partir de là, on aura des éléments adéquats. Qu'à partir de là, on pourra beaucoup plus évoluer. En fait, même le bègue est agressé. Puisqu'on n'aime pas le bègue aller jusqu'à la fin de sa phrase. Voilà. Laissez le bègue prendre du temps, même ça prend 2 ou 3 minutes. Quoi qu'à partir de là, maintenant qu'on pourra voir ses handicaps, c'est beaucoup plus à quel niveau. Les muscles, il peut avoir une tension des muscles sous-glottiques qui peut être beaucoup plus contractée, qu'on ne sait pas. Il peut avoir parfois une tension psychomotrice, tel qu'on le dit. Parfois, puisqu'on parle de violence, parce qu'on ne veut pas mieux écouter le bègue. Vraiment, c'est même parfois, on ne veut pas mieux écouter le bègue. Et à partir de là, maintenant, quand on ne veut pas mieux écouter le bègue, qu'est-ce qu'il a lieu de faire? Parfois, s'il n'est pas bien écouté, peut-être il peut aller par la violence. Parce que c'est un peu psychologique. C'est pour cela qu'aujourd'hui, ça devient un peu même comique. Dans la vie au quotidien, je vois comment parfois des gens passent le temps aussi parfois à imiter un bègue. Si le vrai veut imiter le bègue, vous voyez qu'en fait, ce n'était pas un peu comique. Mais c'est pour cela que je voulais par là préciser que l'OMS a quand même reconnu chaque 22 octobre comme une journée allouée aux personnes qui bégayent. Donc cela veut dire que le bégaiement n'est plus trop considéré comme un tabou. Le bégaiement est plus ouvert. Les recherches sont en cours. Donc les bègues entre eux peuvent mieux se réunir. Chaque 22 octobre peut être fier, peuvent faire une marche à leur honneur en disant que vraiment je suis bègue. L'OMS nous a reconnu. On a reconnu cette journée comme notre journée. Alors, quelle est la vie entre 2 bègues, par exemple, 2 bègues qui veulent communiquer? Est-ce que ils ont cette facilité? Ils ne se moquent pas entre eux? Non, pour le bègue qui est plus ouvert, peut-être qu'il sait ce que c'est que le bégaiement. Peut-être avec des recherches aujourd'hui, parce que je vois beaucoup plus, certains quand ils arrivent à notre niveau, ils me disent que même honnête, j'ai été honnête. On m'a essayé d'expliquer que le bégaiement c'est comme ça, mon bégaiement c'est comme ça, comme ça, comme ça. Mais à partir de là, maintenant quand 2 bègues se rencontrent, sinon jamais été, c'est un peu comique, sinon jamais peut-être suivi une thérapie, quoi qu'à partir de là, ça ne serait pas du tout facile. L'un va croire que l'autre se moque de l'autre, mais généralement parfois dans des médias, je vois parfois comment des comédiens essaient un peu de les imiter. Mais je ne suis pas contre eux.
Mais c'est quand même une manière que le bègue lui-même doit accepter son handicap. Comme n'importe quel parent accepte le handicap de son fils, ou bien de son fils. Je crois qu'à partir de là, si vous acceptez bien votre handicap, vous pouvez quand même essayer d'entreprendre quelle méthode vous pouvez utiliser pour pouvoir venir en aide à votre fils qui a des difficultés pour pouvoir parler. N'importe qui a parfois des difficultés. Ce n'est pas seulement que le bégaiement. Mais je voulais par contre par là dire que un bègue est même plus intelligent. Voilà. Ce n'est que sur le plan, même sur le plan écrit, il n'a pas de problème. Ce n'est que sur le plan communicationnel qu'il commence parfois à avoir des difficultés. Alors, dites-nous donc, peut-être pour sortir, on va entrer dans la phase de la prise en charge d'un bègue. Vous avez évoqué, c'est votre rôle d'ailleurs, vous en tant que rééducateur du langage. Combien de temps il faut pour un enfant sur qui on a constaté qu'il a, ou alors qu'il est bègue, et après, il faut trouver la solution au plus vite. Est-ce que c'est facile chez l'enfant que chez l'adulte aussi? Oui, l'avantage est chez les enfants, puisque nous mettons l'accent sur la prévention, comme j'ai dit tout à l'heure, comme j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure. Chez les enfants aussi, les muscles sous-glottiques ne sont pas encore trop contractés. Même au niveau des praxis, c'est un peu plus facile de décontracter les muscles sur lingot. C'est aussi beaucoup plus facile, parce que la personne qui doit beaucoup plus jouer l'interlocuteur, c'est beaucoup plus le parent. C'est le parent qui est beaucoup plus situé au centre, par une bonne guidance parentale, par des exercices appropriés à donner, que le parent doit effectuer. Ça pourra beaucoup plus prendre 2 phases. Ça peut aller parfois jusqu'à 6 mois. Première phase de 3 mois, il faudra faire une décontraction générale. Deuxième phase, maintenant, il faudra entrer beaucoup plus dans l'art de la mécanique articulatoire. Je crois que c'est à partir de cette phase que le parent, quand même au niveau de l'école, on doit parfois laisser l'enfant essayer de s'exprimer devant ses camarades. Bon, on a chez des personnes adultes ou bien des adolescents, on est obligé de faire une évaluation générale, puisque le bégaiement est classé en 4 grands groupes. Donc c'est en fonction des groupes qu'on voit quel type de thérapie il faudra appliquer. On a le bégaiement léger, nous donnons quelques accidents de parole, puisque des répétitions, en langage technique, nous appelons accidents de parole. Ok. Donc parfois, au premier degré, on peut avoir juste des accidents de parole, mais qui n'entravent pas une communication, que vous pouvez bien dialoguer à tout moment. Mais à chaque fois, vous êtes obligé de faire des reprises, de faire des intégrations pour pouvoir attaquer parfois les premiers phonèmes. On peut avoir le bégaiement moyen, avec des révisions parfois des yeux. Vous allez, pour aller parfois, il est obligé parfois de fermer l'œil. Ce n'est pas lui qui fait, c'est juste une tension physique qui commence parfois à s'installer, avec des accidents plus prolongés. On peut avoir le bégaiement profond, qui commence petit à petit empêchant, il y a toute une communication. Ce qui fait que parfois le bègue est obligé de se replier sur lui-même, puisqu'il a peur de communiquer. Parfois quand il se retrouve directement devant un auditoire, ce n'est pas du tout facile pour un bègue de s'en sortir plus facilement. On a le 4e degré qui est un bégaiement sévère, empêchant toute communication. Vous allez dire que ça devient un peu comique comme j'ai dit tout à l'heure, mais ce n'est que normal. Parfois même pour pouvoir se déplacer, il est obligé d'écrire, puisqu'il ne peut pas ouvrir la bouche pour pouvoir prononcer le mot. Vous voyez qu'en ce moment, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il faudra chercher quel type de thérapie appliquer pour cette personne. Ça pourra aller même jusqu'à 1 an. Beaucoup plus avec une détermination. Il faudra même utiliser des méthodes de self-help. C'est une méthode qui permet de regrouper des bègues presque de la même tranche d'âge et de donner une thérapie générale. Quoi qu'en ce moment-là, l'un ne sera pas frustré par rapport à l'autre. Maintenant, chez les tout petits, la rééducation est beaucoup plus individuelle. Voilà. Donc, la thérapie dépendra de quel degré votre bégaiement est atteint. Deuxièmement, maintenant de la volonté personnelle, ou bien de la volonté personnelle du patient lui-même, et de la détermination aussi des parents quand l'enfant est encore tout petit. Et troisièmement, maintenant, sur le plan psychologique, il faudra mieux que le bègue sache de quoi, qu'est-ce que le bégaiement, pourquoi il est bègue. Quoi qu'à partir de là, puisqu'il va même faire des recherches, est-ce que dans la famille il est seul? Est-ce qu'on en a d'autres cas en famille? Parce que on a quand même le facteur génétique qui peut entrer en jeu. Qu'après même 3 générations, en famille, 3 générations, on pourra dire que l'arrière-grand-père avait bégayé. Il faudra peut-être mettre tous ces facteurs en jeu afin de pouvoir savoir quel type de thérapie il faudra envisager. Alors, en un mot, on comprend que on est bègue et qu'on peut trouver une solution à ce problème-là. Oh oui, si chaque 22 octobre, il y a une journée que l'OMS a reconnue, c'est que le bègue lui-même a une solution. C'est de se faire évaluer de son handicap et à partir de là, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour pouvoir s'en sortir. Donc il est possible pour un bègue de retrouver sa parole
vraiment fluide et même d'une manière partielle comme totale. Jacob So, je rappelle que vous êtes rééducateur de langage et vous avez expliqué au grand public ce que c'est le bégaiement et donné des pistes de solutions. Déjà que vous êtes l'homme à solution, en tout cas, à ce problème de bégaiement et bien d'autres pathologies qui peuvent tourner autour du langage. Merci d'avoir répondu à nos questions. Non, c'est moi qui vous remercie très sincèrement pour cette large sensibilisation. Vous l'avez compris, le bégaiement a donc une solution. Vous avez un enfant à la maison, il a 2 ans, il commence à ne pas répéter ou tout au moins à ne pas prononcer aussi aisément des phrases. Il faut déjà soupçonner le bégaiement et là, il faut rencontrer un rééducateur de langage. C'est lui qui a la solution au problème. Madame, monsieur, merci d'avoir été nombreux à regarder cette autre édition de Actu Santé. Retrouvons-nous sur Equinox. Merci, au revoir.